Verdun, 1916. Dans un trou d'obus, deux hommes que tout oppose. Raoul, soldat français, revanchard et un peu simple. Franz, soldat allemand, musicien et humaniste. Avec eux, un violoncelle. Le choix des âmes, c'est une fable humaniste, pleine d'espoir, où deux hommes programmés pour donner le pire d'eux-mêmes vont essayer de donner le meilleur. Après plus de 9 ans de tournée sur 3 continents, Alexis Dessau et Stéphane Titeka, enfin à Paris pour 30 représentations exceptionnelles. Le choix des âmes, théâtre des Gémeaux parisiens, le samedi à 17h, le dimanche à 19h jusqu'au 15 décembre. À l'œil du prince, une émission animée par Christophe Maury. Bientôt les vacances de la Toussaint, les enfants sont chez les grands-parents, peut-être. Vous avez un peu de temps, sans doute. Vous passerez par Paris, évidemment. Alors, que voir et que réserver tout de suite? On fait un petit tour ensemble. Et nous commençons par aller au Théâtre Hébertot, 630 places, boulevard des Batignolles. Magnifique théâtre où se jouent 2 pièces. Et là, on va parler des 2 pièces qui se jouent dans ce théâtre. Le premier, c'est de Jean Anouilh, Pauvre Bitos, avec une équipe formidable. Adrien Melin, Abel Jamaï, Maxime Daboville, évidemment, Francis Lombraille, Charles Templon, Étienne Ménard, et puis Sybille Montagne et Adina Cartianu, et naturellement Clara Huette, qui a été aussi l'assistante de mise en scène. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une pièce que Anouilh a écrite après la guerre, où il y avait l'épuration, c'est-à-dire la foire d'Empoigne. Tout le monde se prenait pour des résistants, tout le monde disait avoir fait de la résistance, tu parles. Il y avait quand même pas mal de gens qui s'étaient bien planqués, qui faisaient du marché noir, voire de la collaboration. Bon, passive ou active. Donc tout le monde s'est retrouvé à la fin de la guerre à se foutre sur la gueule. Alors Anouilh a écrit une pièce qui s'appelle Pauvre Bitos ou le dîner de tête. On est à Clermont-Ferrand et 6 copains décident de faire une sorte de dîner de cons, c'est-à-dire qu'on va inviter un gars qui s'appelle Bitos. Et Bitos, il était en classe avec eux. Et Bitos, il est procureur de la République nouvellement nommé. Et il a fait fusiller en mai un type pour collaboration, ce type qui était en classe enfant avec lui, ainsi que les 5 autres. Donc les 5 ou les 6 ont décidé de se faire la peau de ce pauvre Bitos, qui décidément n'a rien compris, qui est plein de rigueur, de droiture, d'honnêteté, mais d'une honnêteté cruelle, d'une droiture épouvantable. Et on frôle le fascisme, bien évidemment. Alors, comment ça se passe, ce dîner de tête? Un dîner de tête, c'est qu'on arrive il y a un thème, et on arrive maquillé selon le thème. Et là, le thème, c'est la Révolution française. Alors, c'est la Révolution française avec, donc, Mirabeau, Robespierre, qui va être joué par Bitos, Danton, et ils sont tous là. Il y a Fouquier-Tinville aussi, il y a Camille Dumoulin, et ils sont tous là en train de dîner. Et en fait, à travers les paroles envers Robespierre et à travers la défense de Robespierre, on va bien comprendre que c'est le procès de l'épuration de la Révolution française, évidemment, mais de l'épuration, bien sûr, qui est en marche. La pièce est grinçante, drôle, très drôle. Maxime Daboville est parfait dans le personnage de Bitos. C'est très subtil. Splendeur des mots, splendeur d'Anouilh, titrait l'Humanité récemment. Et la mise en scène est de Thierry Harcourt, qui va prendre cette pièce par les épaules, vraiment, pour en donner le plus d'efficacité possible. Le deuxième acte a été bien entamé et bien enlevé. C'est une pièce assez longue. Et le deuxième acte, c'est un rêve. C'est très onirique. Mais vous savez, ça, c'est très, très Jean Anouilh. C'est très onirique. Et Thierry Harcourt a eu la bonne idée de le supprimer. Ce qui rend la pièce beaucoup plus dramatique, beaucoup plus drôle, beaucoup plus nerveuse. Et je vous propose d'écouter la bande-annonce, parce que ça donne un peu l'atmosphère. Un dîner de tête, ça ne se fait plus, ça va être sinistre. Mais j'y compte bien. J'ai naturellement persuadé Bitos de se faire la tête de Robespierre et la course comporte une mise à mort. Je ne peux pas me prêter au jeu de ce soir, ce serait trop cruel. D'abord, on n'est jamais trop cruel avec les imbéciles. Bon, après tout, ce n'est qu'une farce et Bitos, c'est un homme médiocre et je crois que Dieu pardonnera à tout le monde, sauf aux médiocres. Je suis ravi de l'occasion que vous me donnez de redire à André Bitos ce que je pense de lui sous le masque de Camille. Le jeu commence. Un sale petit pisse froid. Non, excusez, il me semble
passer la mesure maintenant, mon cher. Depuis la guerre, j'ai renoncé à être délicat. Je vous trouve répugnant. Monsieur, retirez le mot. Trop tard, il s'est envolé. Arrête! Arrête! Repose-moi par terre! Vous n'avez jamais aidé un ami, monsieur? Jamais! Enfin, un cri du cœur! Laissez-moi parler maintenant! Tout le monde me repousse, toujours! Et moi, je suis beau! Ne faites pas de mal à une mouche, hein! Et vous croyez que c'est drôle au petit matin d'être obligé d'aller voir mourir quelqu'un qu'on connaît? C'est horrible! J'ai failli vomir mon café au lait! Pauvre Bitos. Voilà, on entend, j'ai failli vomir mon café au lait, et on entend les colères de Maxime d'Aboville, alias Bitos, qui va être pris vraiment dans une souricière sociale. Et en effet, on rit beaucoup. Le metteur en scène merveilleux Thierry Darcourt a mis la pièce dans un théâtre désaffecté. Et ça, je trouve, donne une force supplémentaire au texte. Et on est dans ce théâtre désaffecté et on ne sait pas si on a vraiment affaire à des bourgeois de Clermont-Ferrand, à des fantômes du passé de la Révolution française ou simplement à des comédiens en représentation. Oui, alors justement, pour parler de Pauvre Bitos, nous avons en ligne Maxime d'Aboville. Maxime d'Aboville, bonjour. Bonjour. Alors, vous jouez Pauvre Bitos actuellement au Théâtre Hébertot. C'est un triomphe? Oui, ça marche suffisamment parce que nous reprenons la pièce. Et c'est vrai que ça a été un grand succès la saison dernière. Et voilà. Et du coup, il a été décidé que nous la reprenions cette saison. Non, c'est merveilleux. Jusqu'à Noël, jusqu'aux fêtes. Ben oui, et j'espère après en tournée. Et après en tournée, à partir de janvier, tout à fait. Bon, alors la presse est dithyrambique. On sent que vous vous amusez tous énormément. Adrien Melin, Adèle Gemaille, naturellement Francis Lombraille, Charles Templon, la ravissante Clara Huette. La salle réagit comment? Il y a beaucoup de rire, mais il y a aussi beaucoup d'effroi. C'est une pièce glaçante. Voilà, comme on savait les écrire à cette époque, notamment des auteurs comme Anouilh, c'est-à-dire, effectivement, c'est assez corrosif. Donc, est-ce que les gens se rendent compte que l'on parle de l'épuration et de la foire d'empoigne? Les gens, alors, l'épuration, évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. La Révolution, quand même, davantage. Ouais. Et puis, pendant tout ce dîner, quand même, ces gens-là vont jouer des rôles de grands personnages de la Révolution française. Et puis, tout le deuxième acte, Pauvre Bitos, on rentre dans sa tête et il rêve la vraie Révolution française. Donc, il se retrouve vraiment en Robespierre, entouré des vrais personnages de la Révolution. Donc, finalement, on est plus... Effectivement, Anouilh fait un parallèle entre la terreur de 93 et l'épuration. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un gouvernement peut devenir, un gouvernement soi-disant démocratique peut devenir tyrannique au nom des bons sentiments et de la vertu, hein, c'est un peu ça. Ah ben ça, on va l'avoir dans quelques mois, ça. Voilà, peut-être. Mais évidemment, la question de l'épuration peut-être parle moins aux gens, mais ce qu'on comprend quand même très bien, c'est que c'est un dîner de tête qui se passe au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, et que les personnages qui participent à ce dîner, les individus qui participent à ce dîner, ressemblent fortement aux personnages qu'ils sont censés jouer, puisque chacun doit jouer pendant le dîner un grand personnage de la Révolution française. Et on comprend en fait que le propos d'Anouilh, c'est de nous dire que toutes ces grandes figures, finalement, ressurgissent dans l'histoire, dans ce qu'elles peuvent faire de bien comme dans ce qu'elles peuvent faire de mal sur la place publique, on va dire. Donc, si on veut emmener des scolaires pour assister à Pauvre Bitos sous le dîner de tête de Jean Anouilh, il faut peut-être au préalable passer par votre spectacle La Révolution française. Oui, bien sûr. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai proposé ça au Théâtre Hébertot, qui a tout de suite dit oui. Ouais. Un spectacle que j'avais créé au Théâtre de Poche, où je raconte la Révolution française, là, vraiment, qu'à partir de grands textes littéraires du 19e siècle, tels Victor Hugo, Alexandre Dumas, Michelet. Voilà, donc c'est très
c'est très romanesque en même temps. C'est l'histoire de France, mais c'est une vision très théâtrale et romanesque, donc assez ludique et en même temps avec une langue particulièrement belle, soutenue. Ludique, mais pas critique. Donc évidemment, en fait, les gens, ce qu'on a constaté, c'est que les gens qui venaient voir Bitos souvent sortaient en disant ah, ça m'a donné envie de me replonger dans la Révolution française, etc. Et c'est pour ça qu'on propose en fait les deux spectacles en parallèle. La Révolution française, vous le jouez à quelle heure? Alors, la Révolution française, je le joue le mercredi à 19h et le samedi à 16h. Et Pauvre Bitos, nous le jouons du jeudi au dimanche. À 19h. Voilà, exactement. Dans le passage de la Révolution française, c'est raconté par des gens du 19e qui sont forcément dans la cause de la Révolution française. On ne parle pas du tout du livre noir de la Révolution française, et vous êtes épique, lyrique, mais pas critique. Ah si, rassurez-vous, Bon. si. Je suis critique dans le sens où j'ai quand même choisi un axe dramaturgique, c'est-à-dire que j'ai puisé dans des livres qui sont des sommes absolument considérables, qui sont des livres qui font 4000 pages. Le livre de Lamartine, c'est 4000 pages. Le livre de Michelet sur la Révolution, c'est 4000 pages. Et puis, bon, 93, c'est quand même un certain pavé. Je ne parle pas d'Alexandre Dumas, c'est énorme aussi sur la Révolution. Il y a 4 romans. En fait, tout est génial, mais moi, mon travail, ça a été de faire des choix. Qu'est-ce que je raconte? Oui. Et en fait, moi, mon propos, c'était quand même de bâtir une dramaturgie sur la Révolution française. Et mon axe dramaturgique, c'est à peu près le même que celui d'Anouilh, en fait. C'est-à-dire que j'ai pris comme axe la phrase d'un discours de Vergniaud, député girondin, qui a été donc exécuté par les montagnards. Et cette phrase est assez connue. Elle dit « La Révolution est comme Saturne, elle dévore ses propres enfants ». Donc en fait, c'est quand même ça que raconte le spectacle. Ça raconte quand même comment cette grande idée généreuse, je veux dire, pour devenir une réalité, va aussi passer par une gigantesque boucherie et comment ils vont tous s'entretuer jusqu'à presque se détruire, puisque se détruire dans l'œuf, on va dire, parce que à la fin, il ne reste que Robespierre et les robespierristes. Et Robespierre, à Thermidor, est guillotiné lui-même. Donc tout est fini. Il n'y a plus personne. Toutes les grandes figures de la Révolution ont été guillotinées. Toutes. Je veux dire, ceux qui sont sortis, ce sont les habiles. Et les habiles ne sont pas les grandes figures de la Révolution française. Donc en fait, il ne s'agit pas de dire qu'il en reste rien, évidemment. Mais il s'agit de dire que, voilà, pour en arriver là où on en est arrivé, on est passé en fait par 5 années quand même tout à fait effroyable, quoi. Maxime Daboville, merci. On vient vous applaudir le mercredi à 19h et le samedi à 16h pour la Révolution française au Théâtre Hébertot. Et puis, naturellement, pour Pauvre Bitos à 19h du mercredi au dimanche. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Vous sortez du théâtre. Peut-être que vous fumez une cigarette avec modération sur le trottoir. Et vous revenez dans le théâtre. Parce qu'à 21h, il y a Comme il vous plaira, pièce de Shakespeare, une comédie pastorale dont les thèmes sont l'amour, le genre, la sexualité, l'injustice. C'est l'histoire du duc Frédéric qui usurpe le duché de son frère, le duc légitime senior, et qui le bannit. Alors plusieurs personnages cherchent refuge dans la forêt d'Ardenne et ils découvrent l'amour et le pardon dans la nature. C'est une pièce qui a été écrite en 1599 par notre ami William Shakespeare. La pièce ne sera publiée, fixée peut-être, qu'en 1623. Et c'est-à-dire qu'il y a eu un travail de plateau fait d'improvisation qui enrichissait les représentations. Pourquoi pas? Alors, la distribution est aussi extraordinaire qu'efficace, vous pensez bien. Nous avons la mise en scène de Léna Bréban, et qui joue le rôle en alternance avec Ariane Morier, Barbara Schulz, évidemment splendide, extraordinaire, et avec toujours cette qualité qu'elle a, mais ils l'ont tous, d'une grande précision et toujours d'une grande délicatesse. Valentin Roland,
Bien sûr, Éric Bougnon, Adrien De Witt, Pierre-Alain Leleu, formidable Pierre-Alain Leleu, qui a fait l'adaptation de cette pièce et la traduction. Juliette Meyer-Michalon, Adrien Urso et Jean-Paul Borde qui fait un roi un peu décalé, un peu déplacé, et qui donne un ton très drôle, très loufoque à cette pièce. Alors, Shakespeare, on dit toujours, mon Dieu, c'est comme l'Everest, on n'ose pas le monter. Et pour autant, là, je vous promets, on rit, on chante, on danse. Il y a du ukulélé, je crois bien. Et puis, il y a un arbre en carton, on se cache dans l'arbre. Enfin, c'est vraiment plein de gaieté et de couleurs. Et imaginez, ils sont quand même 9 ou 10 sur scène, ce qui n'est pas rien. La pièce avait été créée à la Pépinière, avait reçu plusieurs Molières, en tout cas des nominations, et là revient donc en triomphe au Théâtre Hébertot. Je vous propose d'écouter la bande-annonce parce qu'encore une fois, on trouve bien l'ambiance qu'il y a dans la pièce. Le monde entier est un théâtre. Les hommes et les femmes ne sont que des comédiens. Si dans 10 jours, on vous trouve à moins de 20 lieues de notre cour, vous mourrez. Mais où irons-nous? Chercher mon oncle, dans la forêt d'Ardenne. Cours, Orlando. Sur chaque arbre gravé, le nom de mon amour, Rosanna. C'est très mauvais. Je vous rimerai comme cela pendant au moins 8 ans. Il y a un homme qui dégrade les jeunes arbres en gravant Rosalind. Je suis cet homme malade d'amour. Je vous en prie, donnez-moi votre remède. Chassez-moi ce chien. Continuez les recherches. Qu'on me retrouve ces deux folles en fuite. Oh, c'est un beau garçon. Que faisait-il quand tu l'as vu? Qu'a-t-il dit? Comment était-il? Que fait-il ici? M'a-t-il demandé? Quand doit-il revoir? Réponds-moi en un mot. Voilà, c'est quelques extraits piqués sur la bande-annonce de Comme il vous plaira de Shakespeare qui se joue actuellement au Théâtre Hébertot, et c'est dans la mise en scène formidable de Thierry Harcourt et dans l'adaptation tout aussi formidable de Pierre-Alain Leleu. Encore une fois, c'est un spectacle à voir pour sa grâce, vraiment sa grâce, sa sensualité, et puis c'est une comédie, donc son rire, évidemment. Alors maintenant, nous allons dans un autre théâtre. Nous allons au théâtre de Passy, imaginez-vous. Et le théâtre de Passy est rue de Passy. Et c'est un théâtre qui est remarquablement, qui a une programmation tout à fait épatante au 95 rue de Passy dans le 16e arrondissement. Pourquoi je dis que c'est une programmation épatante? Parce que c'est un théâtre de quartier. Et comme c'est un théâtre de quartier, ce sont des gens du quartier qui viennent. Et quelquefois, ils vont voir un spectacle plusieurs fois, tellement ils sont emballés. On y est très bien reçus. Et on y est très bien installé. Et il y a de la place pour les jambes. Et c'est vraiment un théâtre merveilleux. Alors, depuis le début du mois, Jean-Luc Moreau, Véronique Jeannot et Emmanuel Gutiérrez reprennent Un atelier pour deux, la pièce de Laurence Gilles. De quoi s'agit-il? Sabine et Bertrand sont sculpteurs et ils partagent un atelier depuis 24 ans. Bertrand est homosexuel et la cohabitation est heureuse et sans aucune ambiguïté, puisqu'ils n'ont pas du tout la même sexualité. Et voilà Sabine qui tombe amoureuse d'un ingénieur, Guillaume, qui est muté à l'étranger, précisément en Australie, et qui compte emmener sa belle pour 4 ans, loin de tout et loin naturellement de l'atelier. De cet atelier pour deux. Alors là, Bertrand ne supporte pas ce divorce. Divorce, j'ai prononcé le mot. Vous avez bien entendu divorce. Eh bien oui, parce que l'amour n'a pas besoin de sexe, semble-t-il. Car Bertrand aime Sabine. Alors le texte est plein d'humour, plein de légèreté, mais aussi de gravité, de frivolité, de vérité, sur le temps qui passe, sur la vieillesse et sur les urgences de vivre. On écoute l'ambiance. L'ingénieur, tu sais celui dont je t'ai parlé, on lui propose un contrat de 4 ans à Sydney. Bah bon vent, hein. M'a proposé de l'accompagner. Et j'ai répondu oui. Sans même me dire au revoir.
Bon, alors ce matin, j'ai des brûlures d'estomac, j'ai une enclume dans la tête, j'ai des frissons, des spasmes, une insuffisance rénale. Tu fais tout pour que je parte pas, hein. Salut. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, ça va. Non, salut. Je voudrais déjà être là-bas. Et depuis que l'ingénieur est entré dans ma vie... Non, dans ma vie. De toute façon, t'aimes pas les femmes. Hein. Non seulement je t'abandonne, mais en plus je brise un ménage. Ça veut dire qu'il a eu de chercher à m'écraser par tous les moyens. Si jamais tu m'appelles pour me dire qu'Angel est en train de mourir, mais je bougerai pas le petit doigt. Je le laisserai agoniser. Et il espère quoi? Mais gagner son pari, évidemment. Je suis sûr qu'il a parié avec ses potes qu'il me ferait revenir. Ah bah il a perdu, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu remets cette clé tout de suite. Tout de suite. Si tu tiens à ton chef-d'œuvre, dépêche-toi. Attends, celui-là, ça ira bien. Je vais le faire, hein, Bertrand. Je te jure que je vais le faire. Je vais le casser, ton putain de caillou. Comme t'as cassé la plus belle chance de ma vie. Quoi, j'ai cassé quoi? Résister à ton chantage ou renoncer à Guillaume. J'ai dû choisir. C'est lui qui t'a obligé à faire un choix? Mais c'est infâme. Ne juge pas ce que t'es incapable de comprendre. Bon, alors une fois en Australie, que comptez-vous offrir à Sabine à part des kangourous? Mais Bertrand, il m'aime. Il m'aime et je l'aime. Voilà, vous avez peut-être reconnu le style de Sylvain Maignac dans cette jolie musique de scène. C'est Sylvain Maignac qui réalise toutes les musiques de scène que met en scène, en fait, Jean-Luc Moreau. C'est une vieille amitié et c'est toujours très, très réussi. Et là, encore une fois, Sylvain Maignac nous a pondu une petite promenade au piano qui est tout à fait charmante. Alors, la pièce se joue à 21h, parce qu'auparavant, à 19h, vous irez applaudir dans le même théâtre de Passy, 95 rue de Passy, vous irez applaudir Patrick Préjean et Thomas Joussier dans Visite à Monsieur Green de Jeff Baron. La pièce a été écrite en 1996 et je vous propose qu'on écoute tout de suite. Aidez-moi à marcher jusqu'aux toilettes. Mais non, vous ne devriez pas marcher. Bon, alors m'aidez pas. Visite à Mr. Green, c'est la rencontre d'un jeune cap dynamique avec un monsieur assez âgé, 86 ans. Soi-disant, j'aurais renversé en voiture. Bah oui. Ben non. Bah si. Ben non. Mais j'ai regardé. Et des deux côtés. Vous vous êtes avancé et ensuite vous avez regardé des deux côtés. Je vous ai vu. Alors si vous m'avez vu, pourquoi vous m'avez renversé? Et donc je suis condamné à lui rendre visite une fois par semaine pendant 6 mois. C'est cachère cette nourriture. La pièce, elle parle un petit peu de conflit de génération. Pas besoin de course. Des minorités aussi. Des minorités. Tu gagnes bien ta vie, non? Chacun essaie de trouver sa place. Vous savez ce qui me fait peur, monsieur? C'est de rencontrer quelqu'un qui me plaise. Et il y a surtout un grand suspense. Qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Et pourquoi faire? Il n'y a qu'un seul WC, j'y vais d'abord et vous irez après moi. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Leurs deux solitudes vont peut-être accrocher un peu. Viens, on va manger tous les deux. Vraiment? Pourquoi pas? Voilà, alors seul bémol de la pièce, vous avez reconnu la musique du film La liste de Schindler, la musique de John Williams, c'est magnifique, mais ça n'a rien à faire ici. Et c'est dévoyer le sens d'une musique liée à un film magnifique, et c'est en dévoyer le sens pour le transmettre sur cette comédie. Donc c'est vraiment mais c'est le seul bémol. Ross, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, il travaille chez American Express, c'est un cadre dynamique, comme on dit, qui gagne bien sa vie, et il a eu un accident de voiture, il a renversé un vieil homme, Mr. Green, 86 ans. Et ça se passe aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, on a des condamnations qui sont assez géniales, parce qu'elles n'envoient pas systématiquement en prison au milieu des brigands, mais on donne des travaux d'intérêt général. Et là, eh bien, Monsieur Ross, il doit aller voir sa victime, Monsieur Green, toutes les semaines pendant 6 mois. C'est une obligation, et manque de poule, le vieil homme ne veut pas le recevoir. Mais c'est une obligation. Alors la confrontation tourne peu à peu à la relation, une relation forte, humaine, chaleureuse. C'est drôle, c'est touchant, et il faut dire que Patrick Préjean est magnifique de vérité et d'intensité. On y retrouve tous les travers de nos aînés, évidemment.
qui sont traversés par l'âge et le temps qui n'arrangent rien. Mais on est dans une pièce qui est très bien écrite, avec des rebondissements, je ne peux pas vous les raconter, je ne veux pas vous les raconter, des rebondissements qui rythment vraiment cette heure et demie de spectacle. Alors en alternance, Patrick Préjean et Thomas Joussier, cette fois accompagnés par Sébastien Chartier et Pauline Briand, reviennent pour Retour chez Monsieur Green, toujours du même Jeff Baron. Alors nous sommes 4 années après la visite de Monsieur Green. Les deux hommes s'entendent vraiment bien, mais le passé de M. Green ressurgit. Il aurait une famille et ne serait pas si seul si... Alors c'est difficile de faire un succès après un succès. C'est rare de réussir un doublon. Et cette deuxième pièce traite de la Shoah, de l'identité juive, et l'auteur en fait des tonnes, comment faire autrement, me direz-vous. Mais il y a tellement de chefs-d'œuvre sur le sujet que cela exige un niveau d'excellence que on ne trouve pas ici. Donc vraiment, la première pièce, Visite à Monsieur Green, c'est vraiment formidable. La deuxième, allez-y pour vous faire une idée. Voilà, pas loin de là, on les a reçus il y a 15 jours au Théâtre du Ranelagh. Nous en avons parlé ici même. Il y a Virginie et Paul de Jacques Mougenot et Hervé de Volder. C'est drôle, enjoué, enlevé, ça à ne pas manquer. Et pour le plaisir, ça nous fait du bien. Je vous repasse la bande-annonce. L'heure de vérité, voici l'heure de raconter comment tout ça est arrivé. Paul et Virginie, c'est un rapport avec... Non, ça s'appelle pareil, mais c'est pas pareil. Dans la pièce, il y a 2 Paul, et alors, il y a aussi 2 Virginie. Toi, jeté dans la peau, Virginie veut nous présenter son nouvel amoureux. Il ne dira jamais comment il s'appelle. Paul, c'est drôle, non? C'est pas dans mes pas. Je crois que Paul ne m'aime plus. Allons, qu'est-ce qui te fait dire ça? Il ne voit pas, le psy? Je croyais que tu me parlais de Paul, oui, bien sûr. À Virginie dire que c'est fini. Et dire à Virginie, tu es ma vie. À quoi il ressemble, ce Paul? Je sais pas, Daft Punk. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est quel Paul qui embrasse quelle Virginie? Mais lis la pièce. Tant qu'il y aura de l'amour, de la jalousie, on n'en aura jamais fait le tour. L'amour de Paul et Virginie. C'est quelle Virginie, là? Tant qu'il y aura de l'amour, on les chantera à l'infini. La billeuse, elle s'appelle pas Virginie? Jamais de la vie, elle s'appelle Paul, la billeuse. On va pas le garder, ça. Paul me quitte, il a rencontré quelqu'un. Ah ouais, ça marche. C'est Virginie. Quelle Virginie? Paul et Virginie. Voilà, c'est plein de vitamines, c'est charmant, vous pouvez y aller avec vos enfants. Jacques Mougenot et Hervé de Volder ont encore réussi cette comédie musicale qui vraiment va partir en tournée et va avoir son énorme succès bien mérité. Voilà, notre rendez-vous hebdomadaire s'achève. Merci à Alain Duménil pour la réalisation, Pierre Cordier, Laurence Falleur, Guillaume Andreu pour l'aide précieuse à la préparation. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes représentations, de bonnes vacances si vous les prenez et je vous embrasse.